quand tu mets un petit truc en place, tu fais de l'oseille, tu vois, il y a énormément de trafic. Mais nous, on essaie de créer une prise de conscience et de leur faire comprendre. Aujourd'hui, tu fais 300 000 euros par mois avec la gueule de ton système actuel. C'est flippant parce qu'en fait, t'es en train de perdre des centaines de milliers d'euros chaque semaine, tu vois. Un des trucs les plus compliqués aussi en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est la capacité à dire non des fois. Pour les gens qui écoutent ici, que tu sois petit, grand entrepreneur, que tu sois à peine libre financièrement ou déjà millionnaire ou que tu gagnes très bien ta vie, je vous garantis que apprendre à dire non, c'est un truc que tout le monde sous-estime. Il faut savoir dire non, il faut se forcer, même si c'est pas facile pour vous, même si vous n'avez pas été habitué, éduqué à le faire, faut vous forcer parce que le temps que vous allez gagner et l'énergie et la charge mentale transformée en bon focus va vous faire aller 10 fois plus loin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans le premier épisode de ce fameux podcast. On a la chance aujourd'hui d'avoir un invité de marque, Alexis. Donc en tout cas enchanté. C'est la première fois d'ailleurs qu'on s'est en appel. Donc en tout cas cet échange va être super authentique, transparent et comme ça je pense que tu as beaucoup de choses à partager. Donc en tout cas bienvenue à toi Alexis. Merci de m'inviter, mec. Tu vois, premier invité, c'est le top premier épisode. Euh, je suis très content d'être là et d'ouvrir le bal. Discutons. Exactement. Bon bah écoute, nickel. Parfait, parfait. Bah écoute, ce que je te propose Alexis, si tu peux peut-être te présenter dans un premier temps, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel a été ton parcours, ce que tu fais actuellement aujourd'hui. Ouais, je m'appelle Alexis. J'entreprends dans le domaine de la vente, en gros, pour la faire simple. Ça fait 4 ans qu'on a créé une boîte qui s'appelait Closers. Les gens me connaissent la plupart du temps grâce à cette boîte. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. Enfin, on crée les pôles conversion pour être un peu plus spécifique, on pourrait y revenir. Et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est actuellement la plus grande équipe de closers en France, de très loin. Et on s'arrêtera pas jusqu'à devenir la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et donc évidemment, ça nous permet de faire plein de trucs, de voyager, de rencontrer plein de gens cool, de travailler avec des personnes formidables, des fois des connards aussi, mais la plupart du temps, quand on choisit bien les clients, ils sont cool. Et c'est une aventure fantastique parce qu'on change, enfin, j'aime pas trop dire on change parce que c'est les gens qui travaillent, mais en tout cas des milliers de personnes changent leur vie chaque année grâce à l'écosystème qu'on a créé. Donc c'est pour moi une vraie fierté, tu vois. Et bon, après, comme tu le sais, un entrepreneur fait 10 milliards de choses. Donc ça, c'est la boîte spécifique dans laquelle aujourd'hui je passe du temps. Mais pour autant, ça me permet aussi d'investir dans plein d'autres trucs, de faire d'autres projets à droite à gauche. Et on pourra évidemment en discuter si tu le souhaites. Mais voilà ce que je fais. En gros, j'aide des personnes à se lancer en tant que vendeur indépendant. Et je les fais travailler pour des boîtes qui ont besoin de vendeurs dans le monde. Ok, ça marche. Donc, je vois vraiment deux choses à travers ce que tu fais, du coup. Donc vous, aujourd'hui, votre activité principale, c'est surtout former des gens à la vente, ou c'est plus, du coup, d'implémenter des pôles de vente chez vos clients, du coup? Alors non, nous on forme personne à la vente. Nous on ne vend pas de formation en closing. D'ailleurs, pas du tout. On a un centre, qui lui fait de la formation parce que former, c'est un job et d'ailleurs je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes, dans le monde, s'autoproclament formateurs ou coachs en tout genre du jour au lendemain. Mais non, la formation, c'est un job, ça demande, des compétences spécifiques que pas tout le monde a. Je pense en avoir certaines, mais pas l'entièreté. Donc non, moi je suis pas formateur, j'ai jamais été formé pour ça et je veux pas être formateur. Je suis entrepreneur et j'ai une boîte qui s'appelle Closers. Donc nous, on récupère des personnes qui sont formées par un centre qui est notre centre partenaire, qu'on a choisi, avec qui on discute, à qui on fait des retours pédagogiques, à qui on donne des conditions de sélection qui sont pour nous importantes, tu vois. Mais nous, notre travail, c'est vraiment de prendre des clients et de les faire scale. Donc en vrai, on est en plein dans le sujet que tu m'as proposé en parlant de cette émission. C'est notre travail, c'est de prendre des clients qui viennent chez nous. Et bon, on a évidemment navigué sur plein de sujets, mais aujourd'hui, notre travail, c'est surtout de se demander comment est-ce qu'on fait passer une personne de 4, 5, 10 millions par an à 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus, en mettant en place un pôle conversion, ce qu'on appelle en place et un truc fonctionnel qui nous permet de traiter du volume et de se remplir les poches et d'augmenter le chiffre d'affaires de nos clients, quoi. Parce qu'il y a des boîtes qui sont extrêmement rentables dans le monde, qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui pour autant ont quelques petits détails auraient juste besoin d'être modifiés pour faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Donc c'est un peu là-dessus qu'on travaille, quoi.
Ok, ok, ça marche super intéressant. Du coup, est-ce que vous avez une typologie de clients particulière parce que du coup, là, tu me parles de chiffres. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs types de segmentation par le chiffre, par la cible, est-ce que vous travaillez avec plutôt des infopreneurs, des coachs, des agences, des entreprises traditionnelles, des entrepreneurs, enfin des entreprises qui font un certain chiffre d'affaires, du coup, c'est qui aujourd'hui votre client cible? Ouais, c'est une trop bonne question. Alors, oui, une grande partie de notre portefeuille, c'est des personnes qui vendent, de l'information au global, que ça soit, de la formation, que ça soit, du coaching, du mentoring, de l'advisoring, du consulting dans une moindre mesure. Mais c'est des gens qui ont une compétence et qui la transmettent pour la plupart. La raison, elle est simple, c'est qu'en vrai, c'est des produits à étiquette les plus accessibles sur le marché, d'un point de vue compétences. Tu vois, c'est bien plus simple d'aller vendre une formation, en tout cas dans notre vision du monde, que d'aller vendre un appareil de chirurgie ou je ne sais quel produit physique. Et bon, le second point, c'est que bon, c'est bien plus rentable. En général, les marges sont pas les mêmes, tu vois. Donc c'est là-dessus que on, euh, on se base la plupart du temps, même si on a quelques exceptions qui confirment la règle. D'un point de vue taille de client, disons qu'aujourd'hui, Closer, notre écosystème, il est segmenté en plusieurs parties. Mais oui, la partie globale et la partie la plus importante de Closer prend uniquement que ce qu'on pourrait appeler des gros, voire très gros clients pour en tout cas le domaine de l'infoprenariat au global, même si aujourd'hui, encore une fois, on ne fait pas que ça. Mais il n'y a pas grand monde en France qui fait plus de 5 millions par an en infoprenariat. Ok. Vraiment, on peut les compter pas sur les doigts de 2 mains, mais bon, pas loin de ça, quoi. Et pour la faire simple, nous, on prend pas grand monde qui fait en dessous de 3 4 millions par an, il y a pas grand monde qui est chez nous sur la partie principale de Closers, tu vois? Après, on a une partie où on prend, des petites entreprises dans lesquelles on croit, qu'on accompagne dans l'objectif de les faire scale jusqu'à être au niveau pour, passer, dans «la cour des grands» entre guillemets et passer dans notre, écosystème global qui là accompagne de quelques millions par an à 8 chiffres. Mais ouais, disons que les clients qu'on prend aujourd'hui pour d'entrée les faire scale gros et les mettre, sur la partie, la plus importante de Closer, c'est quand même des clients, assez gros pour le marché européen, quoi. Ok, ok, je vois. T'as peut-être quelques noms à nous partager, je sais pas si c'est confidentiel ou pas, milieux infoprenariat. Ouais, enfin, non, je vais pas donner de nom spécifique, Ouais. pour la plupart, on peut pas trop disclose, mais pour autant, pour te donner un ordre d'idée et de toute façon, les gens qui écoutent, s'ils te suivent, c'est des personnes globalement éclairées dans ce marché, donc ils comprendront. Je connais pas un infopreneur qui a dépassé la barre des 300 000 € par mois et qui a pas travaillé avec nous, sur les 4 dernières années. Donc tous les noms Ok, là-dessus, des intéressant. plus gros jusqu'au mid, il y en a pas un qui a pas travaillé avec nous. Donc oui, tous les gars à qui vous likez le contenu sur YouTube, vous mettez des petits commentaires, vous regardez leurs vidéos réactions, leurs vidéos micro-trottoirs, leurs masterclass, leurs webinaires de lancement et tout. Pour 95 d'entre eux, c'est des gens qui, à un moment, pour certains encore aujourd'hui, collaborent avec nous, dont on s'occupe soit de leur closing, soit, de leur pôle conversion globale et qu'on accompagne, à faire scale, quoi. Ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Pareil, tu me diras jusqu'à où on peut aller, mais je pense que ça peut être super intéressant aussi d'en parler. De manière globale, quand la partie sales d'un business, de manière individuelle, un closer en moyenne, c'est rémunéré 10%. Euh, Par exemple, des setters, s'il doit y en avoir, par exemple, en moyenne 5 par 10%, pareil. En gros, un pôle sales avec un head of sales, c'est entre 18 et 20%, si je dis pas de Mmh. bêtises. Euh, Aujourd'hui, vous, c'est ce que vous pratiquez du coup, et c'est à ça qu'il faut s'attendre demain si on va dire pour implémenter un pôle sales chez quelqu'un, par exemple. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon après, enfin, tu vois, si c'est uniquement parce que là, tu parles de la partie sales et effectivement, c'est ces sortes, d'idées-là, ce sera jamais, 2 fois plus gros ou même 1,5 fois plus gros. C'est en gros ça, globalement. Maintenant, sur certains clients, c'est des choses très spécifiques. Tu vois, aujourd'hui, on a des clients pour qui enfin, avec qui on collabore depuis plusieurs années, pour qui, on développe, des, funnels et c'est assez compliqué de vulgariser ça parce que quand tu es, très pointu dans un domaine, le rendre simple pour tout le monde, c'est des fois, un truc, pas facile, mais, enfin, surtout, si t'as pas trop envie de faire, le mec, en mode, Jean Pascal,
la rockstar de l'acquisition ou quoi, mais sur pas mal de mots-clés, sur pas mal de domaines spécifiques, on fait partie des plus gros spenders sur le marché. Enfin, on n'est pas les numéros un, mais on fait partie des plus gros spenders sur le marché, au moins français. Ce qui, en gros, pour certains clients, nous permet de pas uniquement gérer les closings, mais gérer aussi l'acquisition, gérer la data analyse, gérer la stratégie, gérer des fois la revente de certaines entreprises. Enfin, tu vois, ça, c'est pas uniquement la partie on prend Ok. des appels de closing et on prend du setting. Donc, ça serait très réducteur que de te dire que oui, c'est un deal spécifique qui ressemble à ça. Pour autant, des gens qui viennent chez nous uniquement pour la partie closing, setting, la partie conversion pure et dure, c'est clairement les ordres de grandeur dans lesquels on travaille. Mais bon, aujourd'hui, on a des gens avec qui on collabore sur un spectre beaucoup plus large que ça, tu vois? Ok, ok. Ça marche parce que du coup, de l'extérieur, ouais, moi je pensais que c'était vraiment juste sur le pôle vente, vraiment que vous implémentez des pôles de vente et tout, mais de ce que je comprends, du coup, ça va plus loin que ça. Donc, Bah, c'était ça la base, tu vois? Tu sais, c'est toujours pareil, hein. Donc on a commencé en ayant, des clients. On a eu de la chance d'arriver à un moment où le closing, personne ne savait trop ce que c'était, le setting, personne n'en faisait et on est arrivé, on a eu accès directement à des, très gros clients du marché. On peut les citer, on a eu accès à Yomi très vite, ce genre de gars qui font des volumes, très solides sur le marché. Et quand tu collabores avec des gars comme ça, d'entrée de jeu, bah, tu es directement confronté à des volumes qui sont très compliqués à gérer. Puis bon, tu te débrouilles pour réussir à les gérer. Et quand tu arrives à les gérer et que du coup, au final, bon, t'arrêtes, tu prends d'autres clients et que tu arrives au moment où tu as un peu plus d'espace pour respirer, penser stratégie et tout, c'est très intuitif de te dire, bah attends, là, le client pour qui je gère le closing et gère le setting, il me fait confiance, il voit que je rapporte de l'argent, il a pas du tout envie d'avoir 54 interlocuteurs différents, un pour les créatives, un pour le media buying, un pour le funnel, un pour les campagnes mail, etc. Enfin, tu vois, et en fait, juste de dire, ok, ben moi, les points dans lesquels je suis capable de développer une vraie expertise, parce que la vente sans le marketing n'est rien, et l'inverse, d'une certaine manière, est vrai aussi. Donc, ces deux départements doivent travailler, quoi qu'il arrive, en symbiose. Et donc, c'était pour nous très naturel de proposer un truc global, tu vois, ou en tout cas de dire, écoute, nous, au début, on te recommande les services de tel mec, puis au fur et à mesure de développer les départements en interne, puis aujourd'hui, même proposer des solutions globales où des fois on rachète des boîtes, ou des fois on fait des propositions d'entrée à l'equity pour certaines très grosses entreprises pour agrandir notre portefeuille et la valeur de notre boîte, quoi, tout simplement. ok, ok, ouais, c'est super intéressant. Du coup, vous faites aussi de l'equity, quoi. Donc vous, si on devrait mettre, par exemple, dans une case votre modèle d'affaires, du coup, vous êtes plus, en fait, vous avez un modèle hybride entre du done with you et du done for you, quoi, en gros. Ouais, 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 si on doit parler uniquement de modèle d'affaires, en gros, c'est ça, ouais. On a, Ok, on ok, a donc, une, on a une grosse partie, done for you sur, la partie mise en place, tu vois? Parce que structurer un pôle commercial, c'est un taf et je pense que tu en es conscient, mais ça, combien de fois ça nous arrive d'avoir des gars qui pensent, savoir comment ça fonctionne et on est obligé de je le fais plus aujourd'hui, mais en tout cas avec les équipes et je les remercie, les équipes de Closers parce que c'est grâce à elles qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui et que cette aventure elle est formidable. Parce qu'ils charbonnent toute la journée et des fois, Dieu sait que c'est pas facile, mais où des fois, tu vois, ils doivent rentrer, chez un client et tout prendre, tout fracasser à la masse, à la pelleteuse et tout reconstruire depuis le début. Donc il y a un vrai taf là, done for you à 100 parce que recréer des scripts, recréer une stratégie et cetera. Et après oui, il y a une grosse partie done with you, dans le sens où, ben, beaucoup de clients quand ils rentrent chez nous, c'est eux qui s'occupent de leur acquisition de trafic, mais qu'on est quand même là pour les aider sur la partie stratégique, sur quoi faire de leur réseau. C'est souvent des gens qui, soit n'ont jamais fait de business, mais ont eu une très grosse attractivité sur les réseaux et veulent la monétiser, tu vois? Mais quand tu te réveilles du jour au lendemain en faisant des centaines de milliers, d'impressions par semaine ou des dizaines de millions d'impressions par mois, et que tu sais pas comment le monétiser, bah oui, forcément, quand tu mets un petit truc en place, des stories, un calendrier en 2-2 qui traîne, 2 setters dans tes DM, tu fais de l'oseille parce qu'il y a de l'oseille qui traîne, tu vois? Il y a énormément de trafic. Mais nous, là, on essaie de créer une prise de conscience et de leur faire comprendre, bah mec, si aujourd'hui tu fais 300 000 € par mois avec la gueule de ton système actuel, c'est flippant parce qu'en fait, tu es en train de perdre des centaines de milliers d'euros chaque semaine, tu vois? Et nous, c'est plus là où on essaye d'avoir, un truc, où on veut, créer de la conscience. Et oui, donc on parlait, d'equity, ça c'est beaucoup plus rare parce que bon, tu vois, on met de l'argent dans le truc, on investit, de manière différente, au global, mais ça nous arrive de plus en plus d'avoir des propositions ou de nous faire des propositions de notre côté. Pas toutes sont acceptées, pas toutes vont jusqu'au bout, ça c'est le business. Mais oui, effectivement, on arrive petit à petit et pour moi honnêtement, c'était un de mes rêves d'avoir des mecs
aujourd'hui, je peux le dire, là, par exemple, j'ai pris, une participation dans une entreprise il y a genre, j'ai dû signer les papiers il y a 2 3 mois. C'est une boîte qui m'a contacté, enfin, c'est un gars qui me connaissait, un gars qui a eu beaucoup de succès dans plein de domaines différents, qui connaît ma boîte, qui connaît les capacités qu'on a sur la partie biz dev au global et cetera, scaling aussi, et qui m'a appelé en me disant: «Ben, littéralement, viens chez moi, prends des points de ma boîte, je t'offre une place à l'equity qui est, très cohérente en termes de prix et cetera, sur une valo qui est intéressante pour toi et ton seul taf, c'est de poser ton cul 4 heures par mois et de répondre à nos questions», tu vois? Et ça, pour moi, c'est pour un mec qui, au début, était là, faisait du phone call et tout, toute la journée, me dire qu'il y a des gens qui sont prêts à me payer pour 4 heures par mois, je me pose juste et je réponds à leurs questions. C'est ils extraient une valeur dingue de ça et que vraiment ça change les choses et que je vois les reflets que ça a sur la boîte et les changements qu'il y a et genre, bah, à quel point ça crée de la valo et ça crée de la valeur au global pour la boîte. Bah, je me dis que c'est vraiment, l'un des trucs auxquels je voulais arriver et que j'ai réussi aujourd'hui à atteindre, une petite mesure, mais en tout cas, c'est un truc qui est vraiment intéressant pour moi, quoi. Ouais, congrats, c'est ultra inspirant de ce côté-là. Du coup, toi, quand tu rentres à l'equity de certains business, du coup, tu agis vraiment comme consultant parce que, tu sais, en vrai, il y a plusieurs quand même modèles, entre guillemets, tu as le rev share, donc là où tu n'as pas forcément des parts de la boîte, mais tu agis en fait un petit peu comme ce que tu décris comme un consultant, etc. Et après, tu as aussi de l'equity où là, tu as des parts. Et donc, du coup, souvent, ça demande un peu plus d'implication. Toi, aujourd'hui, comment tu agis dans les boîtes des personnes que tu rentres à l'equity? Est-ce que tu agis comme ça en tant que consultant où tu fais des appels, je sais pas, X nombre d'heures par semaine pour vraiment purement stratégique? Ou est-ce que certains deals où tu es à l'equity, on attend vraiment de toi, je sais pas, un investissement, que ça soit personnel vraiment dans la boîte à plus grande échelle, que ça soit peut-être financier, que ça soit sur d'autres plans, d'autres mesures? Alors, c'est une très bonne question. Donc, évidemment, la majorité des boîtes dans lesquelles je rentre, quand je prends de l'equity, je paye parce que ben, je prends une place dans une entreprise. Mais pour autant, ce qui m'est offert souvent, c'est une valo qui est intéressante. Tu vois, au lieu de me faire rentrer une valo de 10 millions, on me fait rentrer une valo de la moitié ou le quart, ce qui me permet d'avoir un pourcentage non négligeable pour un prix qui est très intéressant pour moi au vu de la valeur que je vais apporter. La plupart du temps, ce qu'on me demande, alors j'ai attention, j'ai pas 25 boîtes dans lesquelles j'ai de l'equity, hein, j'en ai quelques-unes, mais la majorité d'entre elles, c'est exclusivement de l'advisoring. Ok. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le pôle en gros, dans le pôle marketing et vente, pour les appeler avec les termes les plus vulgaires et les plus larges qui existent, parce que là-dedans, on peut inclure, le branding, l'acquisition, la conversion de trafic, la qualification, enfin, c'est très, heu, à la fois très large, mais à la fois très précis comme truc. Il y a très peu de postes sur lesquels je peux pas me remplacer. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, si une équipe de foot, paye très cher pour, un joueur de foot spécifique, c'est parce que, ben, ce joueur-là ne peut pas être remplacé par un autre joueur. Moi, Ok. j'ai la chance de, via mon réseau, via mes connaissances, via mes équipes, via l'expérience que j'ai, peu importe le rôle qu'on va me demander d'avoir, que ce soit un rôle de management, un rôle de recrutement, un rôle de stratège, un rôle de data analyse, un rôle de coaching, c'est des rôles que je suis en capacité d'incarner, oui, absolument. Mais c'est des rôles aussi que je suis en capacité de déléguer aujourd'hui parce que j'ai les équipes pour et j'ai le réseau pour. Donc oui, on pourrait me demander, si tu veux, des trucs spécifiques sur lesquels moi j'interviens, ce qui est le cas. Par exemple, tu vois, pour des boîtes dans lesquelles il y a des très grosses équipes de vente, bah, il y a des managers, mais pour autant, je peux avoir sous contrat le fait d'intervenir une fois par mois sur l'équipe et prendre tout le monde ou prendre les managers et cetera. Mais la plupart du temps, c'est quand même de l'advisoring, quoi. Ok. Ouais, donc tu te mets pas dans l'opérationnel de d'autres boîtes dans lesquelles tu rentres à l'equity, ça c'est sûr. Nope. Tu... Bah, enfin alors moi j'ai un côté très, fraternel donc tu sais je suis vachement dans: «Ouais vas-y je te le fais», tu vois? Je suis vachement là-dedans donc des fois je dépanne, je fais des trucs et tout mais globalement sous contrat non, je prends pas d'opérationnel chez les autres clients. Moi personnellement, je fais des très gros bouts d'opérationnel parce que on recrute des gens pour, parce que je mets des équipes pour, c'est différent mais moi perso, l'opérationnel, j'ai compris il y a bien longtemps que si je voulais, continuer à faire des multiples intéressants tous les ans sur mon portefeuille, sur mes business, sur ce que je fais, que l'opérationnel, il faut en faire pour se rappeler ce qu'est la réalité et pour jamais se décorréler du terrain. Mais pour autant, le vrai travail d'un businessman qui veut grandir et exploser, parce que je suis là pour exploser, je suis là pour avoir tellement bouffé que je suis en indigestion, et ben, il faut se concentrer Je sur, suis là. au-dessus, tu vois? Et pas à l'intérieur. Eh ben écoute, je te souhaite de devenir obèse.
Je te souhaite de devenir obèse. We're trying to, man. Mais ok, super intéressant. Du coup, à partir, enfin, tu sais, un des trucs les plus compliqués aussi en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est la capacité à dire non des fois. Aujourd'hui, selon toi, quand est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir accepter de pouvoir mettre des efforts, par exemple rentrer au capital d'un nouveau business, potentiellement de lancer une nouvelle activité. À partir de quel moment, selon toi, vu que tu as plusieurs activités, selon toi, quel est le moment où tu peux te permettre, tu peux te dire, OK, là, je peux me permettre de lancer un nouveau business ou d'avoir une seconde activité. Ouais, c'est une bonne question. Bon, elle est double. Alors, le truc de dire non, ouais, ça, j'ai été très mauvais pendant longtemps à ce truc. Mais dire non, les gars, je vous le jure, pour les gens qui écoutent ici, que tu sois petit, grand entrepreneur, que tu sois à peine libre financièrement ou déjà millionnaire ou que tu gagnes très bien ta vie, je vous garantis que apprendre à dire non, c'est un truc pour moi, que tout le monde sous-estime. Putain, il faut savoir dire non, il faut se forcer, même si c'est pas facile pour vous, même si vous n'avez pas été habitué, éduqué à le faire, faut vous forcer, parce que le temps que vous allez gagner et l'énergie et la charge mentale transformée en bon focus va vous faire aller 10 fois plus loin. Et c'est compliqué à dire parce que on est des humains, donc on a tous de la FOMO, c'est normal. Donc quand quelqu'un vous partage un truc ou qu'on voit un nouveau truc, on appelle ça shiny effect, on a envie naturellement de se diriger vers ce truc, mais je vous jure que le fait de se dire non, come on, je reste focus, je continue mon truc et je me fais pas trop distraire, je veux dire, on en est la preuve absolue, et après je répondrai au deuxième bout de ta question, mais Closer, c'est à 4 piges. Mec, en 4 piges, enfin là, ça va faire 4 ans, tu vois. Frérot. Tu as dû en avoir des opportunités, ouais. Et on en a vu tellement de mecs lancer des trucs, relancer des trucs. Moi, en 4 ans, j'ai fait un seul truc. Je connais des mecs, en 4 ans, ils ont fait 54 trucs. Alors, certains sont très bons là-dedans et réussissent. Je connais des gars, ils lancent un business, ils font un trimestre d'hold up, ils ferment, Ouais, le même en étant braquage. dans le légal, hein, tu vois. Ils font un an aux Baléares, aux Maldives, un tour à Vegas, ils relancent un truc et ils refont du cash. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je fais mon truc et tous les jours. J'aime bien, je réécoute un livre audio en ce moment et il dit je veux pas que tu deviennes riche rapidement, je veux que tu deviennes riche à coup sûr. Moi, je suis là pour devenir riche à coup sûr, tu vois. Et pour devenir riche à coup sûr, faut faire 1% de plus tous les jours. Et donc, tout ça pour dire qu'on en a vu des mecs venir, repartir, essayer un truc, refaire, nous proposer des choses et tout. Mais à la fin de la journée, moi, je pense que le bon business qui fonctionne, c'est le business qui est bien fait, sur lequel tu mets du temps, tu mets de l'énergie. C'est peut-être pas le plus simple, c'est peut-être pas le plus rentable directement, oui, ce sera pas parfait, jamais. Il y aura toujours des meilleurs trucs à droite à gauche, des tendances qui explosent, des gens qui deviennent millionnaires en 24 heures grâce à tel crypto, tel meme coin ou tel nouveau business. Mais à la fin de la journée, pour moi, le fait d'être focus sur un truc, de faire ce que je veux de ma vie et d'avoir gagné très très bien ma vie pour l'âge que j'ai, c'est bien plus important que le fait d'être venu, d'être passé de 1 million à 500 millions de dollars en l'espace de 24 heures parce que il s'est passé un truc de dingue, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus fulfilling, donc ça te remplit plus, c'est plus consistant pour toi d'être dedicated, donc dédié à un truc spécifique et de mettre de l'énergie et de voir que ça y arrive. Là, tu vas te rendre compte que je suis un bon vendeur parce que je me rappelle de la fin de la question que tu m'avais posée tout à l'heure Je et vois je ça, je vois vais ça, ouais. Très bonne écoute. et je vais du coup y répondre. Écoute, en réalité, ce que je te dirais, c'est que moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'écosystème. Mhm. Et en fait, tu vois, toutes les boîtes aujourd'hui dans lesquelles j'ai pris de l'equity, tous les projets, parce qu'on a aussi des projets annexes qu'on lance, c'est toujours des projets qu'on a lancés en relation avec ce qu'on fait à la base. Et moi, dans mon cas spécifique, c'est un peu facile de te répondre ça, dans le sens où la vente, c'est de partout. C'est vrai pour d'autres sujets, tu vois. Un expert comptable, il peut avoir une boîte d'expertise comptable et du jour au lendemain commencer à advisorer des compagnies dans le domaine de la comptabilité. Ça peut être vrai pour un gars qui fait de la data analyse, un mec qui fait de la stratégie, un mec qui consulte sur un point spécifique. Nous, la vente, la chance qu'on a eue, c'est que comme on fait ça, et bon, je veux dire, faut parler français. 90% des mecs en France qui vendent de la formation closing, ils vendent de la formation closing. J'ai pas de mal contre ça, mais c'est pas des mecs qui entreprennent dans le domaine de la vente.
Ils ont récupéré des scripts de vente, soit sur GPT, soit sur une vidéo YouTube qui traînait. Une data analyse, ils traitent quelques milliers de prospects par semaine au maximum. Closer, ça traite, on parle en millions de prospects par an. Genre en millions d'appels émis. Enfin, en millions de leads par année, tu vois. C'est un niveau qui est vraiment extrêmement différent. Et bref, tout ça pour te dire que dans le domaine spécifique de la vente, et comme nous, on est à un niveau, encore une fois, j'aime pas trop me saucer, mais on est à un niveau que les gens n'ont pas en Europe, et ben, dès que on a montré aux gens qu'on était bon dans ce qu'on faisait, qu'on avait des résultats que personne n'avait, et qu'on travaillait avec des volumes que personne pouvait gérer, en fait, les gens te contactent de manière naturelle, tu vois? Et quand tu parles à quelqu'un: «Putain, je fais ça, ah ouais, chambé, vas-y, montre-moi», bam, je montre: «Ah ouais, putain, l'enculé, ils ont fait 1 million d'appels l'année dernière, comment c'est possible ce truc-là?» En fait, naturellement, même juste à en parler, enfin, juste en parlant du truc, le mec, il va dire: «Ah bah écoute, putain, voilà, moi j'ai un projet, j'y pensais, t'en penses quoi?» Moi, je dis: «Écoute, je t'avoue, ce truc-là, j'ai pas le temps pour le faire. Par contre, la boîte m'intéresse, si tu veux, je prends de l'equity et je deviens advisor du truc». Ça se fait pas en une discussion de 20 secondes, tu vois? Il y a un peu de discussion, il y a un peu de matière et tout. J'imagine bien. En fait, c'est beaucoup comme ça. Ça a jamais été, je sais pas, j'ai envie de lancer une boîte de nuit, je crée une boîte de nuit. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas fait comme ça. Pour l'instant, c'est moi, mon expertise, c'est la vente et en gros, le développement d'entreprise au sens large du terme. J'ai eu des mises en relation intéressantes, j'ai eu des rencontres très intéressantes qui ont façonné ma vie et dans celles-ci, il y avait quelques personnes qui lançaient des projets spécifiques dans l'immobilier, dans la création de contenu, dans le marketing au sens large du terme, dans la presse, je te donne des exemples, tu vois? Et dans lesquels j'ai eu une dans le tourisme, tu vois? Dans lequel mon travail, ça a pas été de comme je suis dans le tourisme, je vais faire, chauffeur de taxi, tu vois? Non, c'est pas ça, c'est j'apporte ma valeur ajoutée qui est toujours reliée au domaine commercial au sens large du terme, pour permettre à telle ou telle entreprise de secteurs complètement différents de croître. Mais ça, c'est une chance que moi j'ai, qui est pas vrai pour tout le monde, parce que j'entreprends dans un domaine qui est extrêmement large et qui en vrai est important pour 100% des business, tu vois. Il n'y a pas une boîte qui a pas besoin de vendre. Tout le monde a besoin de vendre son service. Que ça Ouais, soit complètement. via Complètement, du c'est dans les deux. marketing, via des vendeurs, via de l'affiliation, via de l'organique, via du paid, anyway, il faut que tu vendes pour vivre à la fin de la journée. Et comme je m'adresse du coup, à l'une des bases de la pyramide pour qu'un business fonctionne, et ben, j'ai ce truc-là qui me permet de discuter avec n'importe quelle boîte dans le monde, en fait. Ouais, complètement, hein, complètement. Il y a des grandes parts de marché à aller chercher un petit peu partout. Écoute, j'ai plein de questions qui fusent dans tous les sens là. Dans un premier temps, peut-être que pour que je me rende compte et que les gens se rendent compte aussi qui peuvent écouter, Closer en quelques chiffres, et ce que tu as envie de partager encore une fois, c'est quoi, peut-être en termes d'équipe, en termes de Ouais, nombre de ouais. personnes, en termes de chiffre d'affaires, en termes de en quelques chiffres, c'est quoi en fait Closer concrètement, que les gens se rendent compte un petit peu de tout ça? 100%. Je vais pas te donner un chiffre exact parce que ça évolue de jour en jour et j'ai pas envie que ce que je te dise aujourd'hui, qui va être publié dans une semaine, me soit reproché dans 2 semaines parce que ça a varié de 10% à la hausse ou 10% à la baisse. Mais en gros, Closers, pour être très large, c'est plusieurs dizaines d'équipes de vente. C'est plusieurs dizaines de millions de volumes d'affaires par an. Mhm. C'est quasiment 1000 vendeurs actifs à temps plein, qui font des appels tous les jours. Et c'est évidemment plusieurs centaines de milliers d'appels effectués chaque année. Plusieurs centaines de milliers d'appels sortants, mec. Plusieurs centaines de milliers émis chaque année. Oui, oui. Il n'y a pas de, il y a aucune, il y a aucune erreur de ma part dans ce que je viens de dire. Plusieurs centaines de milliers d'appels émis chaque année, plusieurs dizaines de milliers de ventes chaque année. Et bon, je pourrais continuer comme ça Et longtemps, comme ça. longtemps. C'est aussi surtout une équipe fantastique parce qu'encore une fois, je le rappelle, mais vraiment, c'est grâce à elle qu'on en est là. Et enfin, c'est grâce au recrutement qu'on a fait, aux managers, aux directeurs des ventes, aux DRH, aux mentors, aux coachs, euh, aux, aux aux personnes qui sont là pour le support des équipes, aux personnes qui sont là pour la partie stratégique, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse boîte, enfin, entre guillemets, tu vois, tout dépend. C'est pas Amazon, très loin de là, mais pour autant, je suis pas une PME non plus. Enfin, on n'est pas une PME non plus, donc tu vois, c'est tous ces gens-là qui font que c'est possible. Mais voilà, en quelques chiffres, c'est en gros ce qu'on fait aujourd'hui chez Closers et ce qui nous définit, en tout cas à l'heure actuelle, tu vois, il est 17h10 et on est
On est fin novembre, quoi. Ok, ok, ok. Bah, en tout cas, congrats pour tout ça. Franchement, c'est incroyable ce que vous avez pu construire en 4 ans. Merci, Et mec. justement, par rapport à ça, je pense que le closer d'il y a 4 ans n'est pas le closer d'aujourd'hui. Vous avez peut-être commencé, enfin, votre chapitre 10 d'aujourd'hui n'est pas votre chapitre 1. Vous avez dû sans doute commencer Oh là là. peut-être niché aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu sais, on parlait que la vente c'est omniprésent, c'est un petit peu partout. Vous avez la chance d'avoir des opportunités hein, qui peuvent pop-up un petit peu de partout. Mais je suppose que vous êtes niché et vous avez commencé comme tout le monde dans un segment de marché. Closer au jour 1, vous commencez comment et vous adressez à qui exactement? Enfin, comment est-ce que vous nichez le plus possible? Mec, c'était chaud. Alors en fait, niché, oui, on avait en gros 2 personnes types, on faisait de l'infopreneuriat et on faisait de l'agence, avant Ok, toute chose. Parce qu'en fait, on a des agences à côté qu'on run dans des domaines, spécifiques, donc on savait très bien comment fonctionnait la vente et nous, on a toujours été bons en vente, donc tu vois, on a eu des agences qu'on a fait bien fonctionner parce qu'on savait comment vendre nos produits. Et des infopreneurs, bah, on en a rencontré beaucoup et l'infopreneuriat, c'est vraiment très simple à vendre, average sur le marché, donc c'était des produits vanille qu'on pouvait faire vendre par beaucoup de gens. Alors si on revient vraiment, back in the days, mais long time ago, Closer, ça s'appelait pas Closer, ça s'appelait The Closer School et en fait, c'était moi qui prenais des appels pour un client, donc qui faisait le closer, tu vois? Moi qui closais, pour, créer, une trame de vente fonctionnelle et ok. qui après, contactait mon réseau parce que j'ai, depuis pas mal de temps, navigué dans le domaine de la vente, donc j'ai des vendeurs qui me contactent, qui me connaissent et tout. Mais on parle au début de quelques personnes, de quelques dizaines de personnes, quoi, tu vois, de pas grand monde, hein. Et c'est moi qui contacte les gars un par un, mec, pour les convaincre de venir vendre pour tel profil et tout, en leur disant, les gars, avec moi vous allez moi en fait mon truc c'était les gars, avec moi vous allez comme vous en avez jamais fait dans votre vie. Par contre, vous allez vous remplir les poches. Donc c'était très, c'était un management très à l'américaine, tu vois, mais ce que je revendiquais et ce avec quoi j'étais 100% aligné. Et les mecs me suivaient pour ça en fait. Et donc au début c'était ça, TCS, Doctor School. Dans les tranchées avec les mecs, quoi. Mec, dans les tranchées avec les mecs, je peux te parler d'une époque pas si lointaine au final, de quelques années, où je prenais les gars en kick-off tous les matins, dimanche y compris à 6h30 heure française, du mat, mec. Et genre, c'était à base de si t'es pas là 2 fois dans la semaine, tu sautes, tu vois? Et ben J'étais justement, intransigeant. c'est super intéressant que tu rebondisses là-dessus. Aujourd'hui, comment... Alors, je pense que ça peut être intéressant juste que tu introduises, selon toi, comment structurer une sales teams et pourquoi pas après comment la manager, parce que c'est vrai que là, tu parles de faire des calls de kick-off à 6 heures du matin pour aller à la guerre avec les équipes. C'est vrai que tout ce qui touche à la vente, fonctionne beaucoup à la motivation, donc faut runner, faut y aller avec les teams, quoi. Donc ouais, selon toi, comment on structure une sales teams? À quel moment c'est important de le faire? Euh, Combien de personnes ça comporte? À quel moment on met un head? Et comment on manage tout ça? Ouais. La sauce magique. Ouais, bah écoute, je te répondrai, si je voulais être un peu titilleux, je te dirais, dis-moi de quel client on parle et je pourrais te donner des réponses précises. Je peux te donner un Bon, contexte. Je peux te donner un contexte. bah écoute, si tu veux ce que je fais, je te fais une réponse un peu globale de ce que je pense, Ouais. mais après si tu veux qu'on entre dans le détail avec un exemple spécifique, on peut jouer à ce jeu-là avec grand plaisir. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a pas de, alors s'il y a un truc qu'on sait et qu'on répète sans arrêt à nos vendeurs, c'est que la vente, c'est pas une science exacte et nous, même si on estime être bon en vente parce qu'on a beaucoup de track record, on n'a pas la science infuse. Aucun coach, aucun mentor, aucun manager n'a la science infuse chez Closer. La vente, c'est dynamique, c'est relié aux tendances de marché, aux cycles. Les gens changent, le marketing évolue, le marché se transforme et il faudrait être complètement con pour croire que ce qui fonctionnait il y a 6 mois fonctionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez dingue parce que du coup, quand des clients nous contactent et qu'on voit que aujourd'hui fonctionne exactement comme il fonctionnait il y a 4 ans, on dit pas que ça fonctionne pas, on dit que ça fonctionne beaucoup moins. Et qu'avec les évolutions il y a des dizaines ou en tout cas quelques pourcentages de conversion à gagner. Sauf que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que sur un produit à 1 000 euros, sur 1000 leads, ne serait-ce que 1% de toute conversion en plus, ça fait un peu d'argent, tu vois. Nous, Ouais, j'imagine. avec les volumes qu'on a, ben, si tu gagnes 1% sur 10 000, 15 000 leads, c'est beaucoup d'argent, tu vois, en fonction du prix.
Et donc bon, les gens sont un petit peu perdus, à ce sujet. Mais en fait, la réponse, générale que je vais te donner et je pense qu'elle sera la plus parlante, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe le nombre de vendeurs qu'il y a, peu importe la stratégie commerciale que vous mettez en place, peu importe le type de script, peu importe, le système de management, est-ce qu'il y a un coach, est-ce qu'il y a un coach et un manager, est-ce qu'il y a un coach, un manager, un head of qui est au-dessus? Peu importe le système de coaching que vous avez, est-ce que c'est du reporting, est-ce que c'est du kick-off, est-ce que c'est de l'appel quotidien, est-ce que c'est de la réécoute d'appel, est-ce que c'est du role-play? En fait, le plus important, c'est que tous ces outils-là que tu intègres dans ton pôle commercial, ils doivent tous regarder dans une même direction qui est ton objectif. Alors, je sais que ça a l'air ultra obvious ce que je dis, et je m'en excuse, ça sonne un peu, ça sonne un peu creux quand je dis ce truc-là, tu vois? Il y a OK, quel enculé, lui, il nous dit un truc que tout le monde a compris. Mais je vous jure que si je le dis, c'est parce que j'ai vu des dizaines de mecs où tu rentres dans les te-bois et tu dis: «Waouh frérot, OK, je comprends pourquoi ça fonctionne pas», tu vois? Parce qu'en fait, quand les gens, ils ont la tête dans le guidon et en plus créer un pôle commercial, c'est tellement un taf à part entière et très souvent quand toi tu crées ta boîte, ben, des fois tu as un mec qui est un peu techos. Quand tu as un techos qui essaie de créer une équipe de vente, mon frère, ça ressemble à des trucs, terribles, tu vois? Pareil, des fois, quand tu as un marketeur qui essaie de faire ça, mais c'est pas son job, donc il monte les trucs à l'envers. Juste, s'il y a, je pense, une phrase qui peut vraiment vous permettre de réduire au maximum les erreurs, c'est écrivez votre objectif, ça peut être une phrase simple, je sais pas, doubler mon chiffre d'affaires, augmenter mon taux de conversion de 5, réussir à avoir une satisfaction client sur mes appels de closing qui est 20 supérieure. Peu importe, vous mettez un objectif, une KPI spécifique et toutes les décisions qui sont prises dans votre pôle commercial, le management, le recrutement, la data analyse, la stratégie, et cetera, doivent être tous et toutes reliés directement à cet objectif spécifique. Et si vous respectez tout le temps cette règle quand vous prenez une décision dans votre pôle commercial, il y a peu de chances que ça se passe mal, quoi, globalement. Donc en gros, tu traites, enfin, tu fais amélioration enfin, une métrique par une métrique, une KPI par une KPI, tu t'en améliores pas 15 en même temps, c'est un segment par un segment, quoi, en gros. Alors bon, ça évidemment, si tu Ça as a une du sens, équipe hein, complètement. de 200 vendeurs, ce sera différent parce qu'en fait, tu auras des sous-pôles dans le département et genre, le pôle data analyst sales, il aura pas forcément le même objectif que, le pôle coaching sales, tu vois? Parce que tu peux avoir, par exemple, le pôle coaching qui a pour objectif, d'améliorer le conversion rate en travaillant sur, la partie objection et la partie data analyse qui aura l'objectif, d'augmenter le taux de show up, en faisant, un bon feedback, au pôle marketing. Je te donne un Mhm. exemple à la con, tu vois? Mais pour les gens qui nous écoutent, à part si, ben, ça serait trop stylé, s'il y a des très gros gars qui, t'écoutent, c'est trop, trop bien. Mais average pour les gens qui vont, je pense, consommer ce contenu, clairement, vous devez prendre une KPI par une KPI et c'est déjà amplement suffisant, tu vois? Vous voulez augmenter le show up, enfin ouais, vous voulez, diminuer le taux de no-show, travaillez exclusivement là-dessus pendant 1 mois, 2 mois sur la partie marketing, la partie sales pour diminuer le taux de no-show au maximum. Vous voulez augmenter le taux de conversion, travaillez là-dessus pendant 1 mois, 2 mois et arrêtez de vous éparpiller parce que les sales, ils comprennent que dalle, les managers, ils y voient flou et vous foncez dans le mur, en fait. Complètement, complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. Selon toi, si on reprend les choses un petit peu dans l'ordre, parce que je m'en excuse, mais c'est vrai que j'étais bombardé de questions d'un coup. Selon toi, quand est-ce que c'est le bon moment pour recruter, par exemple, son premier closer? Au départ, tu sais, on prend tous nos appels de vente, on prend en compétences, après on vient le déléguer. Selon toi, c'est quoi le... Ça peut être à partir d'une tranche de revenus, ça peut être à travers un taux d'occupation. Toi, selon toi, c'est quoi le meilleur moment pour commencer à recruter son premier sales? Alors, donc évidemment, la réponse elle est propre à chacun et la vraie bonne réponse c'est, ben, ça dépend. Maintenant, si je veux essayer d'être un peu plus profond que ça, ce que je crois, c'est que globalement les gens délèguent la partie vente beaucoup trop tôt dans leur business, average. Mhm. Mais c'est normal, ça fait flipper, personne n'a envie de vendre, prendre des appels en vrai, quand tu sais pas faire, quand tu sais pas comment ça fonctionne et tout, tu te dis: «Non mais attends, je vais me mettre avec des mecs qui vont mettre des objections, je sais pas comment les contrer et tout. Laissez-moi sur mon business manager tranquille, je vois mes CPL, j'augmente mes ad spend tranquille», tu vois? Bon voilà. Mais en fait, c'est vraiment une vraie putain d'erreur, selon moi et encore une fois, toutes les personnes qui en fait, un bon, rapport parce que tu me demandais d'une
d'une limite. Selon moi, si aujourd'hui, la personne qui me regarde là, si toi tu es en train de te demander est-ce que je dois prendre un closer, c'est que t'es même pas à la moitié de ce que tu devrais faire seul. Ok. Donc Et si, admettons là pour être très concret, tu as 3 appels par jour et tu fais, je sais pas, 8 000 € par mois de chiffre d'affaires, dans ma vision du monde, faudrait au moins que tu fasses le double de ça en volume d'appels et en chiffre d'affaires avant de réellement prendre une décision de déléguer la partie vente. ok, ok. Pour Si, moi, en fait, juste pour finir là-dessus, mais sur le moyen et le long terme, c'est toujours beaucoup plus rentable d'avoir perdu du temps au début 100%. sur la partie sales pour mieux comprendre son script, mieux comprendre comment résonne un vendeur, mieux comprendre comment fonctionne la motivation d'un vendeur, son organisation au quotidien. En fait, vous sous-estimez à quel point le fait de le faire vous-même au début, ça va vous ramener un nombre d'informations dingues pour recruter, déléguer, manager, coacher, etc., etc. Complètement. Je suis 100% d'accord avec ça. Si on devait donner, par exemple, allez, on prend marché infoprenariat, une tranche de revenus, par exemple, selon toi, à partir de combien de chiffres d'affaires tu penses qu'il faut commencer à implémenter son premier sales? On prend ça peut être des tranches assez larges, Bah, on donne moi, un tu ordre de vois, par grandeur. exemple, j'ai vu des gens bons en vente monter à 50, 70, 100 000 € de chiffre d'affaires solo. Ouais, Évidemment, au bout solo, d'un ouais. moment, Ouais. ça tire, mais évidemment, bon, si tu vends des offres à 20K, c'est pas la même chose que si tu vends des offres à 2500. Mais disons que si on prend une offre à 2 000 €, tu vois, dans une niche vanille, make money, santé ou alors éducation globale. Mhm. Je pense que au vu des volumes que ça demande, des coûts par leads ou en tout cas de l'énergie que ça demande pour récupérer ce genre de leads sur le marché, je pense que quand tu entre je pense que tu peux te poser la question sérieusement à partir de d'une vente par jour travaillée. Une vente par jour? Donc si en gros toi tu es entrepreneur, tu runs ta boîte et je sais pas, tu travailles 20 jours dans le mois, ça fait 2 000 € par jour, ça fait 40 000 € par mois. Ok, ok, Et ok. moi dans ma vision, avant que tu sois capable de faire une vente par jour, quand tu travailles seul, la question des sales, elle devrait même pas te venir en tête, quoi. Ok, 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 je vois. Tu vois, moi, j'aurais dit un petit peu de l'extérieur de ce que je vois, etc. Entre 15 à 30 k, il faut commencer à envisager de commencer à mettre en place, tu vois, tous les process, toutes les choses pour pouvoir accueillir et commencer à, à intégrer justement un closer, mais carrément, ça a du sens, complètement. Non, non, tu vois, ça manque pas du tout de sens, ce que tu dis. Encore une fois, tu vois, Ok. si tu vends des offres à 500 €, ça fait beaucoup plus de volume, mais ouais, taper 10. Enfin, il y a évidemment un moment où si tu fais 10 heures de colle par jour, bah t'as plus aucun temps pour délivrer ton produit, t'as plus aucun temps pour faire du marketing, donc ça devient complètement débile. Mais en fait, encore une fois, ce que je veux mettre comme point, c'est que tu vois, si t'as un taux de conversion même un peu mauvais, donc tu vois, t'es à une vingtaine de pourcents. En fait, en tapant 4-5 appels par jour, ce qui est faisable en une après-midi, tu devrais être en capacité de faire une vente par jour, ce qui te laisse une demi-journée pour run ton contenu ou pour faire les tâches externes à la partie sales, ce qui est selon moi faisable. Mais bon, après, bon, pas tout le monde a la même enfin, a la même résistance au travail, peut travailler autant et tout. Mais évidemment, mais enfin, s'il vous plaît, genre, dépassez au moins 10-15K de CA, faites au moins vos 10-15K Ouais. par mois, stable, parce que, truc tout con, mais ok, vas-y, là, tu recrutes un sales, mais frérot, il est où le trafic? Est-ce que vraiment t'as un trafic stable qui arrive? Est-ce que t'as du track record sur les leads qui arrivent? Est-ce que tu sais comment les nurturer? Enfin, tu vois, en fait, il y a des millions de questions qui se posent. Donc ouais, moi, je trouve que, average, sur tous les gens que j'ai eu au téléphone, ça m'est jamais arrivé une fois, je crois, de me dire, putain, lui, mec, il aurait dû déléguer la vente avant, tu vois. Ouais. C'était toujours, mec, t'as délégué trop tôt. Vas-y, mets-toi un peu la guerre, quoi. Selon toi, c'est quoi le moins pire entre déléguer trop tôt ou déléguer trop tard? Ouais, je pense que c'est trop tôt quand même. Après, bon, ça dépend, tu vois. Si, ok, t'attends d'être à 500 000 € par an. Mais enfin, après, je veux dire un truc. Si t'arrives à faire tout seul 300 balles par mois, bah, mec, bon, t'as travaillé comme Abusé. un enculé.
Mais déjà, GG, mais je veux dire, t'es quasiment sûr que le jour où tu délègues le truc, t'as tellement de connaissances que ça se cassera pas la gueule, quoi. Donc, Ouais, moi, je complètement. préfère tout le temps quelqu'un qui va déléguer trop tard plutôt que trop tôt. En tout cas, spécifiquement sur la partie sales. Il y a plein de Mm, sujets où c'est pas vrai, tu vois. Plein de sujets, mec, moi, la compta, je m'en suis jamais occupé, je m'en occuperai jamais. Et Day One, c'est un truc que j'ai pas fait. Mais c'est mon choix, tu vois, parce que c'est un truc que je déteste. Malheureusement, si tu fais du business et que tu dis la partie vente, je déteste, je veux jamais en faire, il y a un moment ouais, où tu vas avoir un problème enfin, il y a un moment où ça va bloquer, quoi. Tu peux te ouais. permettre de pas aimer la compta dans le business et faire du business et que ça se passe très bien. Tu peux te permettre de pas aimer la vente, mais de dire je ferme ma gueule, je serre les dents et je le fais quand même. Par contre, te dire je vais faire du business et je vais jamais vendre de ma vie, mec, ça fonctionne pas, tu vois. Il faut que tu trouves des associés, il faut que tu vendes le projet, il faut que tu trouves un investisseur, il faut que tu vendes le projet, tu as des prospects, tu dois vendre, tu fais du marketing, tu dois écrire des textes copyrightés où tu vends les choses, tu vends toute la journée. Donc si tu es un entrepreneur et que tu es profondément contre le fait de vendre, t'as rien à foutre là-dedans, fais autre chose, trouve un job, fais un truc qui te convient mieux, quoi. Ouais, non, c'est clair, c'est le battement de cœur de chaque business, on est d'accord. Et selon toi, du coup, à partir de combien de closers il faut commencer à envisager de recruter un head of sales? Ouais, c'est une autre bonne question. Donc pareil, la vraie réponse, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est important pour moi d'être nuancé dans mes propos et de pas donner Complètement. des généralités. Mais la vraie réponse, c'est ça dépend. Tu vois, ça dépend de plein de sujets, ça dépend du volume qu'ils traitent, ça dépend du type d'offre, ça dépend. Enfin, par exemple, tu vois, dans l'immobilier, je connais des gars qui ont des teams de 10, 15 personnes sans manager. Parce que l'IMO, c'est quelques rendez-vous spécifiques avec des très grosses sommes. Donc le dirigeant de la boîte préfère être là ou en tout cas voir ce qui se passe plutôt que mettre un manager ou un head of qui va moins connaître le marché que lui. Tu vois, c'est très spécifique. Mais par contre, je connais d'autres domaines dans lesquels, au bout de 3 vendeurs, c'est intéressant d'avoir un manager parce que la value que tu apportes, elle est plus intéressante. En fait, je pense que la question à se poser pour tout le monde, c'est quoi le moment où la value que j'apporte, elle est moins intéressante dans le domaine commercial que dans un autre département spécifique Mhm. de l'entreprise? Donc encore une fois, si on veut essayer de faire ça sur le domaine de l'infoprenariat et en gros de la niche qu'on essaye de décrire depuis tout à l'heure, j'estime que quand tu t'approches des 6, 7 vendeurs, tu dois commencer à te poser sérieusement la question de mettre un mec qui, en tout cas, au moins au début, t'épaule pour gérer les vendeurs qui travaillent toute la journée, quoi. Ok, ok, je vois. Et du coup, pour aller dans la continuité, encore une fois, bon, ça, je le sais, ça va dépendre du business, mais si on prend, comment dire, soit on reste sur cette niche, ou soit on peut énumérer les différentes possibilités. Comment aujourd'hui bien manager ces teams en day-to-day, justement, enfin, ouais, ça sales teams en day-to-day, tu vois. Ça, c'est une géniale question. Alors ça, pour le coup, je pense avoir des trucs un peu plus spécifiques à te donner. Moi, je crois que la règle numéro un d'un bon manager, c'est d'avoir des conditions claires, des règles du jeu claires dès le départ. Et je pense que c'est l'une des choses qui est le moins bien fait, enfin que les managers font le moins bien quand ils essayent de manager leur équipe de vente, c'est qu'en fait leurs règles du jeu elles changent au long de la partie. Et Mhm. ça, pour la compréhension du vendeur, c'est extrêmement mauvais. Votre rôle quand vous êtes manager ou quand vous managez, que vous soyez le CEO de la boîte, head of ou manager, votre rôle c'est d'apporter de la clarté à vos vendeurs. Des vendeurs, comme j'aime bien dire, c'est des mecs que vous devez foutre sur des rails et faire avancer à grands coups de pied, ni plus ni moins. Ça doit être simple, ça doit être clair, limpide pour eux, comme un train sur des rails. Ils se posent pas la question d'où il va, mec. Il est sur des rails, il avance. C'est comme ça, selon moi, qu'on doit réfléchir le département commercial si on veut avoir des résultats vraiment exceptionnels. Ce que je veux dire, c'est que, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu vois, moi, les mecs qui venaient avec moi sur un appel, écoutez les gars, avec moi, il va se passer deux trucs. Vous allez en chier comme vous en avez jamais. Et ça, c'est une promesse que je vous fais, ça va se pisser du sang. Par contre, je vous jure que personne fera moins de 10 cas par mois ici. Et c'est, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est take it or leave it. Si tu veux le prendre, tu le prends, par contre, tu prends les deux, tu vas en chier comme personne, mais tu vas faire de l'argent. Si tu veux pas le prendre, je respecte. Il y a plein de gens qui veulent pas gagner 10 balles par mois. Et c'est pas moi qui vais dire t'as raison, pas raison. Mec, je vais au Mexique tous les ans, je vois des mecs qui gagnent 7000 pesos par jour, enfin par mois et qui ont un sourire.
jusqu'aux oreilles, tu vois? Donc bon, Ouais, complètement. enfin ça, il y a pas de sujet sur est-ce que c'est mieux de gagner moins, plus, enfin différemment, on s'en branle. Mais par contre, tous les mecs avec moi qui signaient, ils étaient au courant de comment ça allait se passer. C'est vous allez enchaîner comme pas possible, ça va être dur. Par contre, vous allez gagner bien votre vie. Et s'ils signaient ce truc-là, bah, après, tu vois, je gérais les choses comme je voulais. Et donc oui, moi j'avais un management où les mecs, frérot, 6h30 du matin, il y avait un kick-off tous les matins. Les mecs, ils étaient absents 2 fois dans la semaine, je les jetais de la sales team directement. Il y avait de la réécoute d'appel, du roleplay tous les jours. Si les mecs, ils m'envoyaient pas une réécoute d'appel de un de leurs appels dans la journée, 2 fois dans la semaine, ils sautaient. Si les mecs, ils venaient pas roleplay une fois par jour en fin de journée, 2 fois dans la semaine, ils sautaient. J'étais un tueur à gages. Mais j'ai eu des résultats que personne n'a eu. Parce que les mecs, je les tapais, enfin, les mecs, je les fracassais, tu vois? Mais pour autant, ben, personne pouvait rien me dire parce que les règles, elles étaient claires. Dès d'entrée de jeu, le mec qui est rentré là-dedans, il savait que ça allait être une guerre, mais par contre, il savait pourquoi il le faisait. Et si les mecs, ils le faisaient, bon, ça tu je pense que c'est assez obvious, mais quand tu travailles plus que les autres, quand tu travailles mieux que les autres et que tu es plus acharné, tu as des meilleurs résultats, tu vois? Donc ouais, j'avais des mecs Ouais, qui montaient à 50 de taux de conversion, qui faisaient 10 balles, 12 balles, 15 balles, 18, 20 balles par mois de commission, parce qu'ils travaillaient comme des dingues. Mais ils étaient toujours alignés avec les règles du jeu. Donc en fait, moi, vraiment, le truc le plus important sur comment est-ce qu'on manage bien, c'est peu importe vos règles du jeu, peu importe vos règles du jeu, parce que pas toutes les teams sont faites pour être managées comme la team spécifique que je te présente là. Ça dépend de la niche, ça dépend de qui t'es. Je veux pas faire de caricature, mais si t'es une petite meuf thérapeute sur LinkedIn, tu vas pas prendre 3 tueurs à gages et leur mettre des coups de batte de baseball dans la tête, tu vois. ouais, Ça, c'est clair. ça, voilà. Et en fait, il est juste là le truc. Mais du temps que tu sais où tu veux aller et que tes règles du jeu à toi, elles sont claires, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je ne tolère pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, comment ça va se passer, voici mes règles, et que les gens qui signent avec toi, les vendeurs qui collaborent avec toi, ils sont au courant de ces règles et qu'ils ont signé et qu'ils sont OK, après tu peux arroser. Donc selon moi, il n'y a pas de bonne manière, mais il y a que des manières claires que tout le monde connaît. Après, évidemment, il y a des best practices qui sont essentielles. Je pense que faire au minimum un kick-off par semaine, c'est vraiment très important. Je pense que faire au minimum un roleplay par jour. Alors, en fait, je peux donner un truc plus simple. J'ai créé un truc qui s'appelle l'agenda parfait du vendeur. De gros Mhm. guillemets. Mais en gros, moi, ce que je crois, c'est que un vendeur qui fait un deep work le matin pour voir ce qu'il a à faire dans la journée. Donc regarder les clients qu'il a, voir si son agenda il est complet ou s'il peut appeler un mec de demain pour l'avoir revendu au téléphone pour essayer d'augmenter son taux de conversion. Bref, le matin, il fait son petit deep work de 30 minutes où il met sa journée au clair, il sait exactement ce qu'il a à faire. Un roleplay pour se mettre en jambe avant de commencer ses appels. Point numéro 2. Point numéro 3, des plages d'appels définies et spécifiques. Je vois trop de mecs qui prennent un appel, ça raccroche, ils vont fumer une clope dehors, enfin, non. Mec, tu veux Mhm. faire des Ouais. appels, tu te mets une plage spécifique horaire et tu fracasses des codes pendant cette plage spécifique. Quand t'as fini, tu fais ce que tu veux. Donc des plages horaires spécifiques. Point numéro 4, une réécoute d'appel par jour d'un de tes appels. Tous les jours, si toi qui m'écoutes, là, t'es un vendeur, t'es un closer, tu passes des appels de vente, il devrait pas se passer une seule putain de journée sans que tu réécoutes un de tes appels et que tu te fasses un feedback. Pas un seul. On se rend pas compte à quel point réécouter ces appels, ça nous fait. Enfin, moi j'ai vu des mecs, mais vraiment, j'ai vu ce truc-là de mes yeux, tu vois. Des gars qui pensaient être bons en closing et que j'ai fait venir sur un Google Meet, j'ai fait un share screen, j'ai mis un de leurs appels et ils ont pleuré, mec, pendant l'appel. Parce qu'en Ouais, fait, c'est vrai que c'est quand tu c'est t'entends à la compliqué. troisième personne, mec, tu te rends compte des erreurs, tu te rends compte en fait. Tu vois. Complètement. Et il y a trop de gens qui se rendent pas compte. Ils disent, attends, je comprends pas, je fais du bon contenu, je fais du bon truc, je fais pas d'oseille. T'es effondré, mon frère. Si tu te fais écouter un call, tu pars en courant, tu vois. Et juste parce que moi, ça m'est arrivé, il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Quand vous êtes dans le domaine de la vente, vous pouvez, enfin, de toute façon, dans le business, vous pouvez pas mentir. Vous pouvez pas mentir. Ah, vous pouvez mentir sur les réseaux en faisant croire que vous habitez là, ou je sais pas quoi, mais vous et votre compte en banque à la fin du mois, vous pouvez pas mentir. Donc, si il y a un truc qui se passe pas bien et que vous n'arrivez pas à gagner ce que vous voulez gagner, vous n'arrivez pas à avoir le taux de conversion que vous voudriez avoir,
il vaut mieux être honnête et dur avec soi-même que mettre les Mettre la problèmes faute sous sur le les autres. tapis et tu vois, exactement. Et faire comme si tout se passait bien. Donc, écoutez au moins un appel par jour, ça va changer votre vie. Et le point numéro 5 c'est se traquer tous les jours. Faire un tracking. Combien d'appels t'as pris? Combien t'es par rapport à toute conversion, par rapport à ce que tu veux aller chercher. Donc, tu vois, c'est 5 tâches qui sont pas si compliquées. Un deep work de 30 minutes, un roleplay, ça prend 30 minutes, une écoute d'appel, ça prend, allez, 45 minutes. Donc tu es à 1h45, 1h45, et après un tracking, c'est un quart d'heure, tu vois. Donc en gros, genre en 2 heures par jour, tu as fait les 4 choses qui sont pour moi les plus importantes pour un vendeur compétitif. Et après, évidemment, le dernier point, c'était plage horaire. Ça, c'est plus un sujet organisationnel qu'autre chose, quoi. Ok. Donc ça, c'est les choses, donc les tâches que doivent faire de manière autonome, de manière proactive, les vendeurs. On est d'accord. Ouais. Mais Ok. alors, ce que je pense surtout, c'est que c'est aussi le taf du manager de leur faire faire. Tu vois, pas, par exemple, faire la séance de réécoute d'appel avec eux en fin de journée, faire le kick-off tous les matins où en fait ils font un roleplay durant le kick-off. Ça, c'est les points qui sont importants, tu vois. Mais après, Ok. ouais, Donc ça, c'est des choses qui se font en équipe du coup. Donc kick-off le matin et roleplay. En gros, il y a deux appels par jour avec la team. En gros, un le matin pour commencer la journée, kick-off, et un le soir roleplay. Du coup, c'est ça? alors, ouais, donc plus, moi, enfin, si on part dans une dynamique très, où on veut envoyer fort, tu vois, je suis dans une dynamique où je ferai un call de kick-off tous les matins, motivation, on répond aux questions et on fait un petit roleplay, et un call le soir de feedback. Les mecs, ils ont fait leur écoute d'avant-après avant, et ils te Ok. partagent leur feedback, et tu fais, et tu réponds, etc., quoi. Ok, super intéressant. Et Euh, voilà. Et après, toi, ton rôle en tant que manager, c'est aussi de checker la partie data. Bon, évidemment, dans les deep work que j'ai énoncés, les vendeurs sont censés regarder leur tableau, voir s'ils sont à jour, voir si leur CRM est clean et tout. Mais c'est aussi ton vrai taf de voir si le travail il est fait à ce sujet. Et après, quand tu es manager, tu as le travail qui est, selon moi, le moins bien fait dans les petites entreprises, dans les petites structures, c'est la remontée d'informations stratégiques. hmm, ouais. Tu vois. Ok, ben, par exemple, cette semaine, combien d'objections c'est trop cher on a eu? Et combien est-ce qu'on a réussi à contrer? En fait, si on en a eu 2 fois plus que la semaine dernière, c'est peut-être que l'audience qu'on target aujourd'hui en marketing, elle est différente. Ou alors peut-être qu'en fait, c'est la même audience, mais que le marché, il est un peu essoufflé. Ou en fait, on tape de l'audience organique. Donc, vas-y, ils ont vu 2 fois la LP et bon, ils savent un peu le prix que ça a et tout, donc ils veulent pas cliquer. Ou ceux qui cliquent, ils ont une objection directe. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, a priori, pour permettre de contrer plus facilement cette objection? Est-ce qu'on met un paiement plusieurs fois? Est-ce qu'on met des facilités de paiement? Est-ce que nous, on va jusqu'au bout et on essaie de contrer l'objection à la dure sans proposer de rabais, de réduction ou autre? Tu vois, mais ce côté stratégique, pour moi, les managers sont trop souvent des gens qui restent spécifiquement dans l'opérationnel, alors que pour moi, le manager, il a au moins la moitié de son job qui doit être dédié à la stratégie et à la Ouais. remontée d'informations. Ok, ok. Bah, tu vois, franchement, il y a plein de trucs, tu vois, tu vois, même traquer le nombre, lesquelles objections on a le plus, tu vois, c'est un truc que je faisais même pas. Parce que tu vois, taux de show-up, enfin, closing rate, etc. Enfin, euh, d'ailleurs, on peut en parler des KPI à traquer, mais tu vois, même ça, c'est des trucs tout con. Au final, on l'a devant les yeux, mais tu vois, moi, le premier, je ne traque pas le nombre d'objections qu'on a, enfin, et quelle objection on a par appel de vente chaque semaine, etc. Tu vois. Et c'est facile à récupérer en plus comme stat, tu vois, parce que les mecs, ils ont juste à mettre, genre, si tu travailles même avec un Google Sheet, tu mets une colonne en plus, type d'objection, et de toute façon, les objections, c'est confiance, prix, enfin, genre, t'en as 5, tu vois. Et le mec, Ouais. genre, il te met ton truc, mais sauf qu'à la fin de la semaine, toi, tu sais, ok, putain, cette semaine, on a eu, je sais pas, 35% de taux de conversion, sur les 60, sur les 65% restants, il y a eu 40% de mecs qui ont dit, j'ai besoin d'y réfléchir. OK. Comment est-ce qu'on va traiter ça? Vas-y, bah viens, on va réécouter les appels. Est-ce que le mec il a posé une question? Est-ce que le mec il s'est justifié? Est-ce que le mec il a paniqué complet? OK. Donc est-ce que c'est une problématique de j'ai pas les bons sales et je dois les remplacer? Est-ce que le mec il a une bonne attitude mais il savait pas comment faire techniquement donc il faut rajouter du coaching de sales pour leur apprendre spécifiquement comment traiter cette objection en question? Et là-dedans, enfin, ça me fout des frissons parce que t'as des dizaines de milliers d'euros. Enfin, je connais pas ton business, je sais pas trop ce que tu fais ou quoi, mais t'as sans doute beaucoup d'argent qui dorment, quoi, tu vois. Parce que nous, genre, on l'a vu et on l'a fait sur des volumes alors plus gros, mais, euh, mais c'est abusé, mec. Parce qu'en fait, quand tu vois que, je sais pas, t'as 35% de taux de conversion
et que 25% des gens qui passent pas l'action parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, et qu'en fait, du coup, tu dis, OK, pendant le prochain mois, 3 coachings par semaine vont être dédiés uniquement à roleplay l'objection, je n'ai pas l'argent. Tu crées une mind map pour que les mecs ils savent quoi répondre, etc. Bah en fait, nous, genre en faisant ça, on a gagné, je sais pas, 8 ou 9% de taux de conversion, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ouais, franchement, c'est lourd. Bah écoute, on va implémenter directement à la sortie de cet appel, hein. C'est pour Here ça we que go! je kiffe ce genre de truc. Mais... Bah, c'est charmé. Après, tu vois, je dis pas que c'est. En fait, il y a aussi un sujet de volume, mais ça, je le. Parce que là, ce que je dis, c'est que c'est vrai à moyenne et à grande échelle. Évidemment que si tu as, je sais pas, 2 appels par jour, ton sujet numéro un, c'est pas comment traiter cette objection spécifique. Ton sujet numéro Complètement. un, c'est comment est-ce que j'ai plus d'appels, tu vois. Mais oui, pour beaucoup de gens, il y a plein de trucs spécifiques comme ça. Mais tu vois, ouais, si par exemple, tu as des mecs qui disent que c'est trop cher, et en fait, juste en mettant une solution, enfin une facilité de paiement, en disant à tes sales de contrer l'objection jusqu'à la fin. Et dans la mesure où ils n'arrivent pas à la contrer et à la fin c'est vraiment galère, de dire écoute, est-ce que ça t'intéresserait qu'on trouve une solution ensemble? Quand le mec il dit oui et te propose une facilité de paiement, juste en faisant ça, tu vois, c'est une action à la con que t'as fait, tu peux déjà gagner quelques points de conversion qui sont importants, quoi. Ouais, complètement. 100% d'accord. D'ailleurs, en parlant un petit peu plus du cœur d'un appel de vente, etc., vous utilisez quoi comme, on va dire, comme trame d'appel? Je vais te donner un exemple concret. Moi, personnellement, j'utilise par exemple, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, j'utilise le framework d'Hormozy, là, Closer. Je trouve qu'il fonctionne très bien, il est assez simple, assez Bon, attends, efficace. vas-y, c'est quoi déjà? Vas-y, est-ce que tu peux me redire, s'il te plaît? Closer, c'est quoi? C'est, première chose, clarifier la situation, Ouais, c'est Labels labelliser, Their Pains. Ouais. ouais, labelliser le problème. Celle de vacancies, CLO. Non, overview sur les peines passées. Excuse-moi, j'ai oublié le O. Ok. Revenir sur les peines passées. Euh, Celle de vacancies, expliquer l'offre Ouais. et répondre aux objections. Ouais, Voilà. ouais. Ok, non mais c'est charmé. Ouais, bah nous ça ressemble un peu à ça, hein, honnêtement. Alors moi, le truc c'est bon, c'est moi qui l'ai créé, mais enfin en tout cas, enfin de toute façon toutes les trames se ressemblent plus ou moins. Nous c'est briser la glace et créer le lien de confiance qui fait une grosse partie. Cadrage qui revient clairement à clarifier pourquoi est-ce qu'ils sont là. Pain points, donc trouver leurs problématiques et creuser pour trouver des douleurs émotionnelles. Donc c'est clairement overview des Labelliser. problems et label des pains. Partie vision du paradis, start the vacations, donc on y est. Après nous spécifiquement sur des fois certaines offres, on fait un cadrage pré-offre, si tu veux on Ouais. pourra en parler. Hmm. Et après présentation de l'offre et objection. Non, c'est assez similaire. Ok, ok. Ouais. Alors après, encore une fois, enfin, ça c'est vrai dans 80% des cas. Maintenant, on a certaines teams spécifiques où, par exemple, nous on a des teams où les mecs ils connaissent le prix avant d'arriver sur l'appel de vente. Ok, ouais. C'est pas recommandé, c'est très peu recommandé de le faire overall, parce que ça peut, surtout sur le marché français, drastiquement réduire tes taux de booking. Mais nous, sur certaines équipes, on a tellement optimisé le marketing qui est en amont et les funnels qu'on peut se permettre de le faire et que du coup, bon bah t'as bien compris que quand le mec il arrive sur le call en ayant le prix directement, enfin le closing, Il y a la collecte de la paiement. trame est un peu différente, tu vois. Mais donc, à part ces exceptions-là qui n'en sont pas forcément, parce que c'est quand même des très grosses équipes de chez nous pour certaines, sinon, globalement, c'est cette trame-là qu'on utilise le plus souvent, quoi. Vous faites ça dans quelle niche? C'est intéressant. Par exemple, où il y a l'annonce du prix qui est, enfin, où le prospect connaît le prix avant l'appel. Là, j'ai pas tous les exemples en tête, mais celui que j'ai en tête, c'est du Make Money. Ok, ok. Ouais. Pareil, tout à l'heure, je voulais te poser une question. Je voulais pas qu'on perde le fil, là, on était à fond dans les sales sims et tout. Mais j'ai cru comprendre, enfin, je sais du coup que tu as un associé. Tu as quel regard du coup par rapport à ça, le fait de s'associer, de ne pas s'associer? C'est vrai que c'est un grand débat, ça, à chaque fois. Putain, Tu as mec. quelle vision de ça, toi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur à succès? Bah, frérot, j'ai la vision d'un mec pour qui l'association a changé les choses, quoi, tu vois. Moi, je suis I'm sold on it. Moi, je suis vendu là-dessus. Enfin, moi, je suis persuadé que moi, dans ma vision, mec, le succès, la vie, les échecs, c'est fait pour être partagé. Et je me dis, putain, les mecs, tout ça, ils doivent se faire
et à un point, mon frère, ça doit être terrible. Mais moi, je suis donc j'ai en fait, on est 3 associés aujourd'hui, sur Closers et on a aussi intégré une entité qui, elle, s'occupe vraiment de la partie tech spécifiquement parce que c'est aujourd'hui on n'a pas encore parlé, mais c'est un très gros bout de notre entreprise. Donc c'est une quatrième entité, mais aujourd'hui on est 3 associés, donc Romain, Alex et moi. Là, on parle plus d'Alexandre du coup parce que Romain est rentré un tout peu plus tard dans la boucle et c'est aussi différent parce que Romain, alors que c'est vraiment l'un de mes meilleurs amis, qu'on soit très clair, on passe tout le temps du temps ensemble, on est tout le temps ensemble, là on va au ski ensemble, on habite à Dubaï, genre on habite les deux tours collées et tout, donc tu vois, on est vraiment des super amis, mais Alex c'est un mec qui a mon âge et avec qui je vis littéralement, tu vois. Alors je suis pas, on a la chance de beaucoup voyager et tout, donc on n'est pas tout le temps en coloc, etc. Mais quand on est ensemble dans le même pays, genre on vit ensemble, donc c'est un mec avec qui je partage ma vie littéralement depuis 4 ans, tu vois. Et, euh, et en fait, alors c'est gaulerie parce que je vais te dire un que tru. Moi, pendant longtemps, je trouvais que l'association, ça devait être un truc uniquement émotionnel. Tu vois, pour Mhm. moi, c'est s'associer avec un mec que tu kiffes, avec qui tu as envie de passer du temps. Puis j'ai rencontré beaucoup de gars qui m'ont dit, et des très gros entrepreneurs et tout, qui m'ont dit, moi je me suis associé uniquement pour, bah en fait, techniquement quoi, parce que tel mec avec telle compétence, moi j'avais telle compétence, bon voilà, on s'associe ensemble et puis on accumule des compétences. Et en fait, avec le temps, je me rends compte qu'il y a plusieurs types d'associations. Ouais, c'est ça, Ouais, encore une fois, la vraie c'est réponse. pas universel, ouais. C'est que c'est pas la même chose en fait. Et tu vois, nous aujourd'hui, par exemple, on s'est associé à une entité qui est rentrée dans Closers qui s'occupe de la partie tech parce qu'on en a besoin. C'est des gens qu'on apprécie, qu'on voit souvent, mais je les inviterai pas, frérot, j'irai pas. Alors bon, on va à leur anniversaire et tout, c'est des potes, tu vois, là, on va aller au ski et tout, mais c'est pas des mecs avec qui je passerai toute l'année. A contrario, Romain et Alex, et spécifiquement Alex parce que bah, je vis avec lui, c'est mon frérot, tu vois, et c'est un gars avec qui on est ensemble depuis 4 ans, on fait tout ensemble depuis 4 ans, on investit ensemble et tout. Donc c'est un autre niveau, mais encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas de réponse universelle et la vérité se cache dans les nuances. Mais en fait, il y a plusieurs types d'associations, tu vois. Et moi, il y a l'association de base où j'ai rencontré un mec qui me fait kiffer, avec qui je vibre au quotidien, et gros, je suis trop content de partager l'aventure avec un gars comme ça, tu vois, genre ça fracasse, genre on gaulerie tout le temps, t'as pas l'impression- en fait, quand tu taffes avec un mec que tu kiffes, avec des gars que tu kiffes autour de toi, t'as jamais l'impression de taffer. Tu Ouais, je gauleries, suis tu te d'accord. tapes les barres, tu dis des conneries, tu vois, c'est fluide, mec. Et moi, frérot, si je veux pas avoir l'impression de taffer. Je veux pas avoir l'impression de taffer, tu vois. Genre, je veux m'amuser, faire des trucs, essayer des, rigoler, taper des barres, dire des conneries, tu vois. Et ça, c'est aussi ça qui me keep the doctor away. Moi, ce qui me prevent de partir en dépression ou que ça se passe mal ou que je décroche ou quoi, c'est le fait que frérot, bah, ça peut paraître encore une fois bateau, mais moi, quand je me lève le matin, je kiffe ma race, tu vois. Je kiffe ça, frère. Je suis là, je suis en coaching, je fracasse des sets et tout, je leur fais des feedbacks, bam. Je leur dis, mec, mais attends, toi, tu dors debout, vas-y, retourne prendre tes cols, bouge-toi, etc. Après, j'ai un petit callboard et tout, on a des idées de dingue, on se projette sur ce qui va se passer, etc. On fait des blagues une fois tous les deux phrases, on tape des barres et tout. C'est un kiff, tu vois. Mais les gens pensent que c'est à la marge, mais en fait non, c'est pas à la marge. C'est ça qui fait la différence. Nous, quand on est genre au resto, alors oui, effectivement, et puis alors ça d'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde, hein. Là, les petits loups qui regardent la vidéo et qui pensent que les grands entrepreneurs de ce monde, quand ils sont au resto, ils ont les jambes croisées avec un magazine et ils débattent sur la prochaine crypto qui va pumper et tout. Oui, ça c'est 10% du resto. Comme nous, quand on est genre au resto, on parle business, mais pour autant, frérot, on tape des barres et on dit une connerie par phrase, tu vois. Mais c'est ça la vraie vie. Et je pense qu'il faut arrêter de sacraliser sans arrêt les entrepreneurs comme des mecs relous en costume 3 pièces assis à des tables avec des trucs et tout. Nous, frérot, on fait carnage, tu vois. On fait carnage. Mais on vit comme ça, et l'énergie que ça nous donne, ça nous permet de créer des trucs de dingue, et ouais, de faire une histoire que personne pensait possible, tu vois. Donc, pour te répondre, moi, je suis bullish à mort sur le fait d'avoir pas un associé, en fait, mais un partenaire, tu vois, au sens no homo, évidemment, mais enfin, ce que vous voulez d'ailleurs, mais moi, perso, no homo. Mais un vrai partenaire avec qui tu partages une aventure. Nous, on est 3 là-dedans et on partage ça à 3 et ça fracasse. Et je pense aussi que ça peut être intéressant de réfléchir à intégrer des associés
qui sont des associés plus techniques et qui sont là avant tout pour t'apporter une vision stratégique ou une nouvelle ampleur ou de nouveaux objectifs, une tech spécifique ou autre, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est un mariage en fait, hein. Une association, c'est un mariage. 100%. Mais ok, ok. Bon, bah écoute, on partage plus ou moins la même vision là-dessus. Franchement, c'est intéressant d'avoir ton T'es feedback. associé, toi? Ben, en fait, pour être franc avec toi, j'ai eu deux expériences et deux feedbacks différents. Si tu veux, je me suis associé sur ma première activité. J'avais lancé un écosystème crypto où on accompagnait justement les particuliers à se former, à investir en crypto. D'ailleurs, boîte qui est toujours active, mais dans laquelle je me suis retiré. On était trois meilleurs potes. Sauf qu'en fait, quand on est trois, quand on a une relation tellement fusionnelle, qu'en réalité, ça a débordé un petit peu sur, si tu veux, sur la collaboration. Tu sais, il y a des gens, tu arrives à travailler avec eux, il y a des gens, tu arrives un petit peu moins. À deux, par exemple, aujourd'hui, récemment, je me suis réassocié, en fait, si tu veux. J'ai lancé de bas scale à la suite de cette désassociation, tout seul. Et donc, du coup, récemment, je me suis associé, du coup, avec un de mes meilleurs potes, justement, qui, lui, du coup, développe le marché US. Il est bilingue, etc. Il développe le marché US. Et du coup, on s'est associé sur cette partie-là. Et tu vois, ça me fait kiffer. Je sais qu'on peut travailler ensemble. On avait déjà vécu, tu vois, on est parti dans plusieurs pays ensemble, etc. On sait que ça match, etc. Mais sauf que, par exemple, à 3, je l'aime de tout mon cœur, mon autre associé, mais par contre, niveau travail, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, on a préféré, et c'est aussi ça, tu vois, se dire les choses, je pense que c'est super important aussi dans une relation, dire Sure, les man. choses quand elles vont bien, mais aussi quand elles vont pas, tu vois. Et on préfère, tu vois, préserver une amitié, et de toute façon, arrêter une collaboration qui est pas fructueuse d'un côté pour repartir sur un nouveau truc de l'autre, quoi. Donc je pense que c'est à double tranchant. Faut juste pas faire l'aveugle, choisir bien ses partenaires et puis bah avec qui t'as une bonne alchimie tout simplement. Mais franchement, je suis du même avis. Par contre, faire de l'argent c'est une chose, mais au bout d'un moment, au bout d'un moment, je pense que c'est plus forcément ce qui t'amène. Et si tu te fais chier au boulot, bah c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc faut kiffer le processus. Moi, je pense qu'il faut vraiment être à l'aise là-dedans. Le résultat final, en réalité, tu l'atteins au bout d'un moment, et puis en plus, tu veux toujours plus. Donc, faut vraiment kiffer le process, en fait. Être à l'aise et kiffer le processus, quoi. 100%, mec. C'est pas facile tous les jours de continuer à être grateful pour ce qu'on a déjà. Mais les Exact. gars, définitivement, c'est le seul secret. Alors, je dis pas que j'y suis arrivé et je me bats tous les jours pour ça, mais si vous arrivez vraiment à apprécier ce que vous faites tous les jours, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Demain, ça n'existe pas encore. Hier est déjà derrière. Donc, le seul truc qui existe, c'est tout de suite maintenant ce qui est en train de se passer. Là, je kiffe trop discuter avec toi et je trouve que c'est charmé la discussion qu'on a. Mais en fait, Carrément. c'est ça, la vie, tu vois. C'est juste les échanges que tu as, les discussions que tu as, les échanges, les décisions que tu prends à tel ou tel moment. Et si vous vivez tout le temps à demain, que vous êtes tout le temps perdu sur ce qui va se passer demain, semaine prochaine, mois prochain, ouais, vous allez vous tirer une balle, quoi. Donc, be today, Complètement. guys. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Alexis, pour ton temps. Si on devait finir sur je pense, tes trois meilleurs conseils à quelqu'un voilà, la vente, je sais pas, il a du mal dans la vente. Les trois meilleurs conseils que tu peux donner à quelqu'un, Les trois meilleurs conseils. Alors, je donnerais, une ben, tu sais minute de quoi, c'est France. drôle, mais je crois que je vais te donner les trois valeurs de closers qui sont relatives à ça et qu'on partage à tous nos vendeurs. Le premier, c'est anyone can sell. Tout le monde Mhm. peut vendre. Et en fait, je le dis parce qu'il y a plein de personnes qui rentrent dans le monde de la vente avec beaucoup d'idées reçues, de croyances, ou, tu vois, nous, par exemple, il y a des mecs qui ont des accents, ils rentrent chez nous. Putain, j'ai un accent, je vais pas y arriver. Mais s'il y a un truc que m'a appris le track record que j'ai, c'est que un bon vendeur, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un mec qui a un accent, ça peut être un mec qui bégaye. J'ai été bègue jusqu'à mes 12 13 ans, frérot, j'alignais pas une phrase, tu vois. Et mec, I'm a salesman, tu vois, je suis un vendeur aujourd'hui, je vends. Donc j'en suis la preuve à l'image. Donc c'est pas parce que vous pensez aujourd'hui que vous n'allez pas réussir à vendre que demain vous serez pas un bon vendeur. Je vous garantis que c'est vrai. Un bon vendeur, il peut sortir de n'importe où. Ça c'est un point essentiel. Le point numéro 2, c'est energy is key. L'énergie, c'est la clé, les gars. Contagieux, On, c'est pour- contagieux, complètement. on pourra dire ce qu'on veut, mais moi je pourrais être très nul techniquement et pourtant je closerai quand même parce que j'ai l'énergie qui fait ça. Donc vous vous démerdez, vous mettez des coups de pied au cul, mais vous devez avoir de l'énergie parce que vous êtes sur des appels avec des gens qui veulent être inspirés, qui, 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 quelque part devraient avoir envie de ressembler à vous. Et si vous êtes là avec une énergie flambée, vous regardez par terre, vous êtes genre catastrophique.
Personne n'a envie de ressembler à quelqu'un de catastrophique. Mettez-vous ça en tête. Les gens qui sont avec vous au téléphone, ils ont avant tout envie de vous ressembler. Si vous avez une mauvaise image, ils n'auront pas envie de vous ressembler. Et le troisième, nous qu'on dit souvent, c'est pay first or give forward. Donc il faut donner avant de recevoir en Hmm. français. Ouais, complètement. Et être un vendeur, c'est ça. Donc arrêtez de casser les couilles parce que ça cloche pas, parce que vous gagnez pas de commission, parce que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour tout le monde, on sait les gars, il y a pas de galère. Tout le monde, pour tout le monde, c'est compliqué. Fermez vos gueules, faites du follow-up, prenez vos calls, envoyez des messages, soyez à tous les jours, show up, stay busy, gardez vos agendas pleins, soyez dans l'action, faites les trucs, et il y a aucun monde dans lequel ça se passera pas bien. Mais si vous êtes là en train de vous dire, ah putain, quand est-ce que je vais être payé, quand est-ce que je vais toucher ma com, ce truc-là et tout, ça marchera pas, les gars. Fermez vos gueules, mettez-vous à la dans une grotte ou en prison pendant quelques mois, tu vois, et faites les choses bien jusqu'à en crever s'il le faut. Mais si vous le faites, c'est une garantie de résultat, vous y arrivez. Eh ben écoute, on peut pas parler plus français. Je pense que tu finis sur une très très bonne note. En tout cas, merci beaucoup franchement Alexis d'avoir pris le temps d'être là. Ça a été une réelle masterclass, je pense, pour beaucoup de personnes, ça va apporter beaucoup de valeur. Moi, le premier, franchement, j'en ressors, j'ai appris plein de trucs aussi. Donc merci beaucoup pour le temps, Alexis. Et puis, bah, écoute, au plaisir de se croiser, pourquoi pas aussi à Dubaï. Quand Et où t'étais tu... en France? Là, actuellement, je suis en France, mais en janvier, du coup, ouais, je serai à Dubaï. Bah écoute, on n'a pas eu j'ai pas eu le temps de te découvrir parce que enfin, on a beaucoup parlé de moi aujourd'hui, mais je vous garantis que je suis pas si selfish que ça dans la vraie vie. Donc au plaisir de te découvrir à Dubaï et discuter ensemble avec grand plaisir. Carrément, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, T'as-tu? merci Merci beaucoup, Evan pour ton Alexis. temps. Et puis, on se dit à très bientôt. See you there. Bye bye. Merci beaucoup.